refaire le parcours de Bari Moussa Barké ici. Tout le monde le connaît, en tout cas peut-être les jeunes. Mais c'est quelqu'un autour duquel on a construit un mythe. Hein, on a construit un faux mythe. C'est comme les attentats de Sarakawa et tout ce que vous savez là. Que quand il a étudié en Europe, à la Sorbonne, on a écrit sur le mur de la Sorbonne, quand vous arrivez, que faites comme Bari Moussa Barké. Bon, ceux qui sont en France, beaucoup sont allés à la fête comme Bari Moussa Barké. Et je vais évoquer deux faits majeurs. On connaît son rôle dans les phosphates, je vais évoquer ça tout à l'heure. Au port autonome de Lomé, je vais évoquer. Au ministère des Finances. Partout où il est passé, on connaît les dégâts qui ont été créés par Bari Moussa Barké. Et il fait bien d'être discret. Parce que celui qui est mêlé à ce genre de choses ne fait pas de bruit. Pour que, au moins au niveau de la République, on puisse un peu l'oublier. Voilà. Et donc, le premier sujet sur lequel je voudrais évoquer le cas de Bari Moussa Barké, c'est la lagune de Lomé. Vous savez que Bari Moussa Barké, il est hydraulicien. Il est hydraulicien. Vous savez, sur les questions de l'assainissement, il y a plusieurs secteurs. Les questions liées à la maîtrise de l'eau, au secteur de la je ne sais pas comment ils appellent ça. Sur le point de l'hydrogéographie, il y a plusieurs spécialistes. Vous avez les géomorphologues, vous avez les hydrologues, vous avez les hydrogéologues, vous avez les hydrauliciens, et vous avez, il y a encore un qui m'échappe là. Donc, Bari Moussa Barké n'est pas ingénieur des ponts et chaussées, il est hydraulicien. Et dans ce cadre-là, c'est lui qui a eu l'idée et qui a soumis cette idée à Yadima d'assécher la lagune de Lomé avec Feu Gachem Ivedor, qui était lui le chef d'arrondissement hydraulique de la ville de Lomé. C'est les deux qui ont eu cette idée funeste. C'est une idée funeste qui crée jusqu'à ce jour les problèmes à la ville de Lomé, les problèmes d'inondation qu'on a dans la basse ville, c'est-à-dire les quartiers qui sont comme les quartiers de Hanoukope, Nikonakwe, Moutier V, jusqu'à Koresewa et tout ça. C'est parce qu'on a asséché la lagune que tous ces quartiers sont inondés. Et c'est Bari Moussa Barké qui a eu cette idée et qui sont allés chercher cette entreprise hollandaise qu'on appelle Boca, qui a eu sa base vie à Côte d'Ivoire pour assécher la lagune. C'était une idée des plus farfelues qu'on n'a jamais connue. Vous avez vu déjà au Ghana, on a asséché la lagune. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, on a asséché la lagune. Vous avez vu à Cotonou, on a asséché la lagune. Non. Mais au Togo, ils ont convaincu Yadema que le seul moyen je sais pas de faire quoi, c'est d'assécher la lagune. Et Yadema, lui, il voyait que le côté sécuritaire de la chose. C'est pour ça que, comme Yadema vivait au camp hérité, ils ont asséché la lagune jusqu'aux alentours du camp hérité. Parce que ils ont convaincu Yadema que si la lagune était praticable dans toute sa largeur, les terroristes ou les gens qui ont de mauvaises idées vont nager pour venir l'attaquer au camp hérité. Donc, vous allez constater que la zone qui a été la plus asséchée, c'est à partir de Bonké jusqu'au niveau du camp hérité, et puis on s'est arrêté là-bas. Si aujourd'hui, la grande partie de la ville de Lomé, en tout cas la partie ancienne, est inondée, c'est le résultat de ces gens-là. Lui et Feu Gachem Ivedor. C'est eux qui ont fait ça et qui ont englouti des milliards. Et si le fait d'assécher la lagune était une bonne idée, pourquoi aujourd'hui on fait le 4e lac? Pourquoi on recreuse Lomé? Si l'idée d'assécher la lagune était une très bonne idée, pourquoi aujourd'hui, à certains endroits, on rouvre la lagune? Puisque le 4e lac, c'est une ouverture du lit de la lagune. On a réouvert le lit de la lagune en mettant le 4e lac. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'eau n'arrive pas à circuler et que Lomé est inondé. Ça, c'est un de leurs résultats. Et le dimensionnement même, le circuit même de l'adduction d'eau à Lomé, c'est lui qui a eu ces idées-là et qu'aujourd'hui, la plupart des quartiers de Lomé ne sont pas desservis par la TDE parce que les châteaux sont mal positionnés, il n'y a pas l'eau qui vient dans les robinets, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, c'est lui. Et donc, tout ce qui est les mines, l'énergie, l'eau, c'est lui qui a contrôlé ce secteur pendant au moins 40 ans, avec toutes les magouilles qui ont suivi. Mais si vous parcourez Lomé jusqu'à Sekase, vous ne verrez nulle part où M. Bari Moussa Barké a installé une usine
pour employer des gens à installer ne serait-ce qu'une petite savonnerie pour exploiter les gens ou bien pour employer les gens. Les gens qui sont sortis la dernière fois à Mandouri pour organiser une marche là, la question qu'on devait leur poser, Bari Moussa Barké qui était un hydraulicien, est-ce qu'il a au moins fait beaucoup de forages pour régler le problème d'eau qui se pose dans la région des savanes, où les gens vont chercher de l'eau dans les rivières? Nous avons fait plusieurs articles, on a fait plusieurs dossiers de la région des savanes où les gens vont dans les rivières qui sont asséchées pour aller chercher de l'eau. Et pourtant, lui, c'est un hydraulicien. Il devait avoir la solution. Voilà. Donc, il y a ça, il y a ce dossier-là. Mais il y a aussi le dossier de la privatisation de l'IFG, de l'OTP à l'IFG. Et ce dossier de la privatisation de l'IFG et de l'OTP à l'IFG, il y a 18 ans, j'avais traité ce dossier de façon assez professionnelle. C'était le temps où il n'y avait pas encore fait, je ne sais pas s'il y avait déjà Facebook, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux dont les gens ne s'informaient pas. Parce que j'avais réussi à mettre la main sur l'audit. Je ne sais même plus où je l'ai gardé, dans mes déboires, je ne sais pas où je l'ai gardé. J'avais mis la main sur l'audit de l'IFG et dans ce dossier-là, les personnes les plus incriminées à l'époque, dans le dossier, l'échec de la privatisation de l'OTP à l'IFG, les trois figures emblématiques qui étaient au cœur de ce scandale, il y avait Faure Gnassingbé, qui était conseiller de son père, qui n'était pas encore rentré au gouvernement. Il y avait Charles Debache, le constitutionnaliste mercenaire, et il y avait Bari Moussa Barké. Et donc, lorsque le conflit a paralysé le fonctionnement de l'IFG, parce que les juifs tunisiens qui ont investi dans la filière pour relancer la filière ont mis 20 millions de dollars. Donc, cet argent, une grande partie de cet argent a été détourné. Et ça a créé des conflits internes. Et finalement, ils sont allés à la justice et la justice a mis la société sous administration provisoire. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça s'est terminé, l'échec de la privatisation de l'ETP à l'IFG. Et donc, les 20 millions de dollars ont disparu comme par enchantement. Et donc, quand le conflit a éclaté, il y a des gens qui étaient très furieux à demander à ce qu'on puisse lui faire le point de la situation. Et donc, quand ils sont allés à la justice et que le tribunal a mis l'IFG sous administration provisoire, la justice a nommé à l'époque le colonel, je ne sais pas s'il était commandant ou capitaine, Panassar Awouki. Je pense qu'aujourd'hui, il est colonel. C'est lui qui est l'ambassadeur du Togo au Ghana. Voilà. Et actuellement, c'était... je ne sais pas s'il était commandant à l'époque ou capitaine, mais c'est lui qui a été nommé par la justice pour gérer provisoirement l'OTP. Et dès que lui il arrive à la tête de l'OTP, comme toute administration provisoire, il fait un audit. Et les résultats de l'audit sont tellement accablants. Et lorsqu'on a présenté les résultats de l'audit à Yadema, Yadema était dans tous ses états, et il voulait arrêter les auteurs de ce scandale-là, en commençant par Barké et Debache. Debache, lui, il était français, donc il était plus ou moins un peu protégé. L'ambassadeur de France à l'époque à Lomé, je ne sais même plus comment il s'appelait, est intervenu dans ce dossier-là pour calmer la colère de Yadema. Et Bari Moussa Barké était en France, il se soignait, et il devait rentrer, et ils avaient prévu de l'arrêter s'il rentre. Parce que, justement, il était très impliqué dans cette affaire-là, et l'audit a montré que c'est eux qui se sont partagés les sous. Et donc, finalement, il rentre au Togo, et c'est lui qui confie que il n'était pas le seul à bouffer les sous, et que le fils même du patron, c'est-à-dire Faure Gnassingbé aussi, avait pris une grande partie des sous. Vous voyez les secrets qu'il est lié. Et c'est dans la foulée de ces événements-là, c'est dans la foulée de cette affaire-là, des sous disparus à l'IFG et tout ce que vous pouvez imaginer, qui se fait poignarder de façon aussi mystérieuse par son neveu. Et l'histoire autour de cet incident est assez profond. Et donc, il se fait poignarder par son neveu. Et donc, après, il y a eu cette administration provisoire. Donc, les juifs tunisiens ont été écartés de la gestion. La justice a choisi
Panassa pour gérer la filière. Et dès que Ford devient ministre, je pense en 2003, dès que Ford devient ministre des mines, postes, équipements, et je ne sais pas, il avait un grand ministère en 2003 quand il est rentré au gouvernement. La première personne que Ford limoge dans les phosphates, c'est le colonel, c'est le commandant Panassa. Parce que c'est par lui que le malheur est arrivé. C'est-à-dire c'est lui qui a fait l'audit et qui a permis à Yadema de savoir que l'argent a été détourné par ses collaborateurs immédiats, donc les 3 personnes que je vous ai citées là. Et donc quand Ford devient ministre, il limoge immédiatement Panassa. Et Panassa n'a plus eu une véritable ascension dans sa carrière. Il limoge Panassa et il le change par Charles Takou, quelqu'un qui était proche de lui. Il limoge immédiatement Panassa parce que c'est par Panassa que l'audit est arrivé, que le scandale a éclaté. Et donc, il limoge Panassa et il le remplace par un de ses amis fidèles qu'on appelle Charles Takou, qui lui aussi, je pense, n'a pas fait plus de 3 ans à la tête de l'IFG avant que Ford ne devienne président de la République. Et comme ils savent qu'ils ont fait les magouilles à l'IFG, ils ont changé le nom de la société qu'ils ont appelé désormais SNPT. C'est comme ça que c'est passé. Donc, c'est un dossier que je maîtrise très bien parce que je l'ai traité il y a au moins 18 ans. J'avais eu la chance d'avoir ce rapport-là, ce audit-là, et qui impliquait ces trois personnalités. Il y avait des remous autour des Yadema qui étaient fâchés, qui voulaient les arrêter. Et donc, ce n'est pas surprenant que Faure Gnassingbé puisse garder le plus longtemps possible autour de lui Bari Moussa Barké, qui est son conseiller, qui est chancelier de la République et qui est maintenant président du Sénat, parce que ce monsieur, il possède énormément de secrets, tout comme Bagna aussi qui est décédé, sur les biens de la famille Gnassingbé, comment ils se partagent les sous, comment les fonds ont été détournés, et tout, et comment ils se sont enrichis. Le pétrole gate que nous avons traité et qui a fait énormément écho, mais l'interface, c'est Bari Moussa Barké. L'interface directement de Sadjakli, c'est Bari Moussa Barké. C'est lui qui était leur interface à la présidence. C'est lui l'interlocuteur à la présidence. C'est lui à lui qu'ils allaient rendre compte. Et le fils de Bari Moussa Barké, qui s'appelle Yakin, je pense, Yakin Barké, son fils est dans le CSFPPP. C'est-à-dire la structure qui s'occupe de l'importation du pétrole, du carburant au Togo. Le fils du Barké était aussi membre de cette commission-là. Je ne sais pas si il est toujours, mais il était dedans et veillait sur les intérêts de son papa. Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est ces gens-là. Il y a l'exploitation de la mine de fer de Bangeli avec la société MM Mining. Il faut lire les rapports de l'ITIE. Il y a les rapports de l'ITIE de 2000 ou 98 ou peut-être même avant qui ont parlé de cette société-là dirigée par, je pense, un certain Roupani, qui ont détruit toute la zone de Bangeli là-bas, qui ont exploité la mine de fer, qui ont convoyé les fers à l'extérieur du pays, qui ont détruit l'environnement, qui n'ont rien fait là-bas pour les localités. Je demande à la technique de nous passer la mine de Bangeli, parce que j'ai une photo de cette mine-là, qui a abandonné les routes qui sont en mauvais état. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau. La route qui passe par Bangeli et qui va vers le Ghana, l'état de la route, dans une zone où on a exploité le fer pendant 10 ans ou 15 ans. Je demande à la technique de nous passer cette image-là. Et vous allez voir la mine de Bangeli, à quoi elle ressemble. Et puis elle est totalement abandonnée. L'Indien qui avait géré cette mine-là, je pense qu'il doit s'appeler, je ne sais pas, Rupani quelque chose. C'est quelqu'un qui a fait aussi des dégâts sur le plan environnemental. Il a coupé les arbres, les tecs et tout ça. Et lui aussi, un beau matin, il a disparu. C'était un protégé aussi de Barké. Est-ce qu'on peut avoir les images de la mine de excusez-nous du nouveau format, hein, ça nous permet de vous montrer les choses immédiatement, de vous montrer les choses, de projeter des images pour vous dire, voilà de quoi on parle, voilà ce que cette zone est devenue, et voilà. Merci à la technique pour la diligence. Les images sont en téléchargement. Et
Voilà. Voilà le site de Banjoli où on exploitait le fer. Donc ça, c'est le site est abandonné. Les voitures, tout ce que vous voyez là, c'est à l'abandon. Il faut défiler d'autres images. Tout ça là, c'est à l'abandon. Et cette mine a exploité pendant plus d'une dizaine d'années et par ce réseau mafieux là qui avait des liens très très, très étroits avec le conseiller à la présidence, M. Balis Moussa Barké. Vous ne pouvez rien faire au Togo dans le domaine des mines sans passer par Barké. C'était lui. Et lui, il est en fait le relais. C'est la dernière personne que vous voyez avant les Nyasingbe. Parce que c'est Fort qui est derrière, mais c'est lui que vous voyez. Donc, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui décident qui doit avoir tel permis, qui ne doit pas l'avoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir que dans le domaine des mines et de l'énergie, la plupart des gens qu'on a positionnés pendant longtemps sont des gens de la localité de Barké. Les Tamipi, les Bengbertan, tous ces gens-là, c'est eux qui les positionnaient autant à l'énergie et aux mines pour contrôler le secteur. Donc, il y a d'autres photos qu'il faut que la technique passe. Il faut zapper cette première photo-là. Vous passez les autres photos. Et ensemble, ils ont fait tous les dégâts. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Contour Global. Si aujourd'hui, on a des problèmes en termes d'électricité, c'est aussi eux. C'est ce réseau-là avec les Damipi, tout ça. Et les Damipi, ce sont les filleuls de Barké. Ce sont les filleuls de Barké. Donc, même jusqu'à l'OTP, puisque ils ont aussi leurs éléments qui aujourd'hui continuent de détruire la société des phosphates à travers les contrats de sous-traitance, les contrats de livraison, la livraison de gasoil. Vous connaissez les sociétés Somayaf et tout ça. Ces gens-là, ils sont arrivés au Togo pour pouvoir prendre des gros contrats et livrer du fuel et du gasoil. Au niveau de la SNPT, c'est beaucoup d'argent. C'est ces gens-là qui s'en occupent. En tout cas, ils prennent une part du marché. Pendant ce temps, les Togolais sont là, ils voient juste quelques stations d'essence, ils ne savent pas que derrière ces stations d'essence-là, c'est des gros projets que ces gens-là prennent au niveau des phosphates et les gens, ils se partagent l'argent entre eux. Et donc, voilà comment le Togo est géré. Et c'est ces gens-là qui ont créé des dégâts économiques pour notre pays pendant des dizaines d'années, qui se retrouvent à la tête du Sénat. Si la technique peut continuer par nous passer les images de Banjoli, on en a vraiment besoin pour ceux qui nous suivent actuellement, les images de Banjoli. Et donc, voilà, moi quand je parle, j'essaie de vous dire clairement comment les choses sont passées, parce qu'il y a une génération de jeunes qui ne connaissent pas ces gens-là, et quand on vient parler d'eux, les gens sourient, les gens crient, les gens les applaudissent, les gens ne savent pas que leur souffrance aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui en sont en partie responsables. Ce sont ces gens-là qui ont créé des dégâts sur toute la chaîne des valeurs de notre pays et qui font que notre pays aujourd'hui n'a pas de route, n'a pas de chemin de fer. Par exemple, voilà aussi une partie du site de la mine. Voilà, il faut défiler les photos, il faut les défiler tous rapidement. Il y a une route qui est totalement en état de dégradation là-bas. Le goudron a disparu par endroits et alors que c'est une route qui traverse la zone. L'usine est au bord du goudron et la route là va vers le Ghana. Et quand vous rentrez dans le Ghana, vous voyez que les Ghanéens ont fait une très 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 bonne route jusqu'à la frontière du Togo. Mais quand vous arrivez au Togo, vous avez une route qui est à certains endroits, le goudron n'existe plus. À d'autres endroits, quand le goudron existe, c'est juste des petites couches de goudron. Et puis, ben voilà. Donc, les usagers souffrent énormément. Et voilà la réalité. Donc, ce sont ces gens-là qu'on prend aujourd'hui pour nommer sénateur. Et les gens applaudissent ça. C'est-à-dire, les Togolais ont maintenant... Les Togolais ont maintenant le génie d'applaudir les voleurs et d'insulter les gens vertueux. C'est ce que les Togolais font aujourd'hui. En tout cas, certains Togolais. Peut-être parce qu'ils attendent des petits intérêts. Ils applaudissent les bandits. Des gens qui ont mis à genoux l'économie de tout un pays, qui ont compromis des générations, qui se sont amassés beaucoup d'argent sans investir un seul franc au Togo, dans aucun secteur, même pas dans leur localité. Les gens viennent les applaudir. Voilà la route. Voilà la route de Banjoli. Ça, c'est la partie qui est la plus praticable, ça. Ailleurs, la route même n'existe pas. Donc, vous voyez l'épaisseur de ce goudron-là.
Je ne sais pas si ça fait combien de centimètres. Vous voyez la route, vous voyez l'épaisseur de ce goudron-là. Et la route passe devant la mine. Et la route là, la route que vous voyez là, c'est le seul endroit où elle est présentable. Quand vous avancez un peu, il n'y a même plus de goudron. Mais quand vous arrivez à la frontière du Ghana, parce que c'est une route qui conduit au Ghana, les Ghanéens ont bitumé la route. Une route de qualité pour arriver jusqu'à la frontière du Togo. Et quand vous rentrez au Togo, vous passez sur une piste carrosseuse et vous arrivez vers l'usine. C'est ce que vous trouvez comme route. C'est ça, le Togo profond. Parfois, dans certaines localités, sinon la plupart. C'est vrai que la nationale numéro 1, à certains endroits, on a essayé de bitumer un peu, de tenir, mais voilà la route. Ça, c'est une route bitumée, ça. Même dans des villages, dans certains pays, on ne fait pas ça. Ça, c'est une route bitumée. Ça, c'est au Togo. Dans une zone minière, nous sommes à Banjoli. Dans une zone minière, on est à Banjoli. Vous voyez ça? Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de forage, il n'y a pas d'électricité. La route, c'est ça. Il n'y a pas de centre de santé adapté. Voilà ce que les gens vivent. Voilà dans quelles conditions les gens vivent. Voilà ce qui se passe. Au moins, quand on exploitait la mine, les gens auraient pu profiter de la mine pour goudronner et construire des infrastructures sociales. C'est la raison pour laquelle je dis, nous devons être très durs, très fermes et rigoureux envers ceux qui volent nos richesses. Parce que les villageois n'ont plus rien. Ils ont plié bagage, ils sont partis. Si c'est le minerai qui est fini, c'est que le village ne bénéficiera plus de rien. Pendant qu'on exploitait la mine, on aurait pu doter le village d'infrastructures, donner des bourses aux enfants de la localité, construire des hôpitaux, des écoles modernes, faire amener de l'eau, l'électricité. De telle sorte que le jour où la mine disparaît, où la mine s'épuise, au moins le village ou la localité a gagné quelque chose. C'est ce que nous dénonçons dans la zone des phosphates. C'est ce que nous dénonçons dans la zone du clinker à Tablibo. Ou vers, je ne sais pas, le moyen mono avec les gens de Simfaso. C'est ce que nous dénonçons. Parce que ce sont des richesses épuisables. Les mines vont s'épuiser. Mais pendant qu'on exploite les mines, si on n'investit pas dans les localités, mais quand la mine va s'épuiser, les gens vont partir. Les gens vont partir. En Europe, les villes qui se sont développées, ce sont des villes minières. Quand vous prenez Londres, par exemple, vous remarquez qu'à Londres, il y a plusieurs équipes de première division. La plupart des équipes, la plupart de ces équipes à Londres sont de l'héritage des zones minières, des industries et parfois des universités qui sont installées à Londres. C'est pour ça qu'ils ont plusieurs équipes de première division. Donc, quand il y a une mine quelque part, on profite pour développer la localité, construire des hôtels ou des auberges pour abriter les ouvriers, tracer les routes, faire un plan d'assainissement, construire les écoles, construire les hôpitaux ou les centres de santé équipés et donner des bourses aux enfants de la localité. Parce que c'est ce que leur terre donne aux investisseurs. Mais aujourd'hui, la mine de Banjoli est fermée. Elle a été exploitée pendant une dizaine d'années par Barké et ses amis. Tapez la société MM Maimin. Ce sont les amis de Barké. C'est lui qui était le cerveau de cette histoire-là. Et ce monsieur, posez-vous la question de savoir où est-ce qu'il a mis sa fortune. Où est-ce qu'il a casé sa fortune? De tout ce que nous disons là, où est-ce qu'il a cassé sa fortune? Est-ce qu'il a créé une petite unité de production de Tchakpalo ou je ne sais quoi à Dapao ou même une petite usine pour permettre aux enfants de la localité de travailler? Alors, ils ont apporté quoi à la République? Ils ont apporté quoi à la République? Et aujourd'hui, à presque 80 ans, ou je ne sais pas combien d'âge il a, c'est eux qui prennent encore la tête d'une institution pour se faire payer gratuitement par les contribuables, c'est-à-dire vous et nous. Donc nous allons prendre encore nos petits impôts pour entretenir des vieux qui ont passé toute leur vie à détruire la jeunesse, à détruire le pays. Ce n'est pas normal. Donc voilà ce qu'ils ont fait de Banjoli. Après avoir exploité les mines, voilà ce qu'ils ont fait de Banjoli. Et ils l'ont abandonné. Et aujourd'hui, les gens sont là. Les gens n'ont pas d'eau potable, les gens n'ont rien. Et c'est ainsi que voilà. Donc voilà comment les choses se passent dans notre pays. Et
Oui, quelqu'un me dit, il y a plusieurs écoles qui sont fermées, le lycée d'Agbalpedo, le CG de Niconakwe, les PP Sokalegba, tout ça c'est fermé. Voilà. Le Togo n'a même plus d'argent pour entretenir les écoles. Et donc, on ferme les écoles qui sont des écoles emblématiques. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur ces gens-là qu'on a mis à la tête du Sénat. Ne leur donnez pas, comment on dit ça, la communion sans confession. C'est des gens, il faut vous replonger dans leur histoire, dans leur passé, replonger dans les postes de responsabilité qu'ils ont occupés, comment ils ont créé des dégâts dans ce pays, et avoir votre propre opinion, hein, au lieu de suivre les gens qui les applaudissent pour dire oui, voilà. C'est des gens qui ont créé pas mal de dégâts pour notre pays. Donc voilà.